La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo. Ce soir, le temps sera calme dans la majeure partie du pays avec possibilité de pluie isolée à la frontière au sud et à l'est Cameroun, donc prudence et vigilance. Les températures les plus basses ce soir sont retrouvées dans 3 régions que vous connaissez déjà. Tout d'abord le nord-ouest, l'Adamawa, ensuite l'extrême nord, environ 12 à 13 degrés de température avec beaucoup de vent au programme. Soyez bien couverts. Dans les détails, première escale, le littoral. Les températures seront assez hautes dans la nuit et on redescend de 2 degrés. En matinée, on aura 26 degrés dans la ville de Douala. Ensuite, nous allons dans la région de l'Adamawa. C'est toujours un temps sec avec des températures plutôt fraîches au réveil et c'est le moment pour vous de vous lancer au défrichage. Nous terminons avec les hauts plateaux de l'Ouest et lorsque nous parcourons toutes les villes, aucune température ne va dépasser les 21 degrés dans la nuit et les 16 degrés à l'aurore. Et c'est l'occasion pour nous de faire un petit coucou aux populations de l'Ouest Cameroun et la chefferie de Bamena. Excellente soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Une nouvelle vie commence demain pour les 182 aspirants en fin de formation à l'EMIA. Ils seront faits officiers au cours d'une cérémonie présidée par le chef de l'État, chef des forces armées. Le programme l'événement dès la trame de ce journal. Une nouvelle année s'ouvre pour le gouvernement Dion Gouté. Premier conseil de cabinet ce jeudi à l'immeuble Étoile. Les sujets à l'ordre du jour dans ce 20h30. Une nouvelle vie pour les ex-siamoises Bissé et Yenga, opérées avec succès en France, sont de retour au Bercail cette semaine. 2 belles jumelles à découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. Nous ouvrons avec cette nouvelle. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, chef des forces armées, présidera la cérémonie marquant le triomphe de la promotion générale de division Kodi Jacob de l'école militaire interarmée le vendredi 24 janvier 2020 à partir de 12h à la cour d'honneur de la brigade du quartier général. C'est un communiqué signé par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo. Et le programme de cette cérémonie prévoit dès 8 heures la mise en place des troupes, des populations et des groupes d'animation. À 8h30, fin de la mise en place des troupes. À 8h40, arrivée des invités. De 10h15 à 10h35, arrivée des membres du bureau politique du RDPC et des dirigeants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. De 10h35 à 10h50, l'arrivée des membres du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales. De 10h50 à 11h05, arrivée des membres du gouvernement et assimilés. À 11h, l'arrivée du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. 11h15, arrivée du premier président de la Cour suprême et du procureur général près la dite Cour. À 11h20, l'arrivée du président du Conseil constitutionnel. 11h25, arrivée du président du Conseil économique et social. 11h30, l'arrivée du Premier ministre chef du gouvernement. À 11h35, l'arrivée du président de l'Assemblée nationale. 11h40, l'arrivée du président du Sénat. Et ce sera la fin de la mise en place des personnalités. À 12h exactement, l'arrivée de son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République, chef des forces armées, accueil par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, revue des troupes, installation à la tribune d'honneur, remise des épaulettes aux élèves officiers de la promotion générale de division Kodi Jacob, discours du chef de l'État, chef des forces armées, défilé des troupes, vin d'honneur, photos de famille, et puis vers 14h, ce sera le départ du chef de l'État pour
pour le palais de l'Unité et la fin de cette cérémonie. Et comme de tradition, à cette occasion, on vient de l'entendre, le chef de l'État, chef des forces armées, va prononcer un discours sur le lien sacré armée-nation. Sa seule présence à cette cour d'honneur de la brigade du quartier général exprime d'ailleurs l'osmose entre le président Paul Biya et l'armée camerounaise. Le commentaire de la rédaction, Joseph Clément Ongba. Coïncidence de l'histoire, c'est à l'armée camerounaise, à travers son principal creuset de formation des officiers, qu'est l'école militaire interarmée de Yaoundé-Emia, que le président de la République, Paul Biya, chef des armées, réserve sa toute première sortie officielle en cette année 2020. 3 mois seulement après l'organisation du Grand Dialogue National. Le triomphe de la 37e promotion de cette académie militaire, consécration solennelle, l'ascendant pris sur 3 années de dures épreuves, est aussi l'incarnation de l'un des aspects de la réforme des armées, à savoir la juvénisation des effectifs. La présence du chef de l'État est lourde de signification. De par la constitution camerounaise, le président de la République est le chef des armées. Il incarne les institutions républicaines que défend l'armée camerounaise. Fort des pouvoirs qui lui sont dévolus par la constitution, le président est aussi le seul habilité à procéder à la sermentation des aspirants qui accèdent ainsi au statut d'officier. C'est un privilège unique que le chef de l'État accorde à l'Emia. À travers la position à genoux, il procède à leur adoubement par la remise des épaulettes et leur transmet sa vision en assignant des missions précises à une 37e promotion qui va sur le terrain dans un contexte particulier, celui d'un retour progressif à la paix malgré quelques poches de résistance dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, meurtries depuis plus de 3 ans par une surenchère séparatiste. Dans la région de l'extrême nord, cette armée, sous l'impulsion du chef de l'État, a fortement entamé les capacités de nuisance de la secte terroriste Boko Haram. Plus qu'un adoubement, la présence du chef de l'État symbolise également sa sollicitude vis-à-vis des forces armées, une armée camerounaise demeurée loyale et républicaine. Cette sollicitude est marquée par une armada de mesures présidentielles pour permettre à cette armée de remplir ses missions régaliennes de défense des institutions et de l'intégrité du territoire. Un meilleur maillage pour une couverture sécuritaire optimale grâce à la création de nouvelles régions militaires interarmées ou de gendarmerie, le renforcement de leurs capacités opérationnelles à travers la dotation de matériel adéquat pour les rendre plus efficaces sur le théâtre des opérations, une modernisation accrue des équipements, un renforcement constant des effectifs. Élu de la nation, le chef de l'État va également au quartier général à Yaoundé pour illustrer cette synergie entre les forces de défense et les forces vives de la nation en vue de préserver la paix et la stabilité dans notre pays qu'est le Cameroun. Mission dont s'est toujours acquittée l'armée camerounaise avec honneur et fidélité, comme l'a fait le général de division Jacob Kodji, nom de baptême de la promotion. Il a payé de sa vie la défense de la nation. Aujourd'hui, jeudi, veille du triomphe, était jour de repos pour ces aspirants de la 37e promotion de l'école militaire interarmée. Une séance de contrôle pour vérifier que tout est au point pour la cérémonie de demain vendredi. Voici cette dernière journée des aspirants avant le triomphe des officiers demain. C'est un reportage de Pierre Evembe. École militaire interarmée, les Kodji sortent d'une journée accablante, celle des répétitions générales. Après 2 passages de répétition, on était vraiment épuisés, mais nous sommes contents d'avoir fini. Ce jeudi, c'est la traditionnelle revue des troupes. De vérifier que les insignes sont conformes, plaque à nom, plaque à vélo, ceinture, boutonnière, képi, chaussettes, chaussures. Tout doit être parfait. Les signes para ne doivent pas coller la plaque à nom. Donc on doit laisser un peu d'espace pour que ça soit bien visible. Je sors de chez le couturier, j'avais quelques retouches à faire sur ma tenue. Ils sont encore aspirants, alors les encadreurs ne lâchent pas du lest. Le nœud doit être uniforme. Suivant. Après une formation intense et désormais si proche du bout du tunnel. C'est ces 2 barrettes que je vais aborder demain. Donc 3 ans passés à l'EMIA, c'est pas
c'est pas facile. Ils sont ici, mais avec un œil sur les préparatifs de la fête, le jour J, à la maison et surtout de la redoutable épreuve d'arrosage. On a tout prévu, tout le monde est déjà là, la famille, ceux qui étaient au village sont là. On a prévu une petite réception à l'occasion. Il a tout préparé, il manque seulement mes galons et puis... En passant, la question qui fâche, qui apportera le bouquet de fleurs? Mon père. Il y a ma fiancée, elle viendra avec le fleur. C'est le nom que vous voulez vraiment, c'est que vous voulez vraiment me mettre dans les situations. Réponse difficile à une question simple pourtant. Pour l'instant, tous sont au camp, car, dit-on généralement, le venin est souvent à la queue. Voilà donc l'avis de ce jeudi pour ces 182 jeunes aspirants qui deviendront demain des officiers à la cour d'honneur de la brigade du quartier général. Cette 37e promotion baptisée, vous le savez déjà, Jacob Kodji, du nom du général de division tué dans l'accident de son hélicoptère il y a 3 ans exactement à Ouaza. Cette promotion-là donc achèvera ainsi 3 années d'une formation militaire rigoureuse réservée à l'élite pour les défis sécuritaires actuels au Cameroun. Éric Benjamin Lamère. Le Cameroun fait face depuis quelques années à des menaces sécuritaires de diverses natures. Des menaces mutantes et protéiformes auxquelles les forces armées ont dû parfois douloureusement s'adapter pour préserver la stabilité et l'intégrité du territoire. Afin de répondre à cette nouvelle donne, l'EMIA a, avec cette 37e promotion, inauguré de nouveaux modules de formation pour donner à ces jeunes officiers des outils indispensables au plein accomplissement de leur mission sur les différents théâtres d'opération où ils seront déployés. Ils ont, à titre particulier, bénéficié d'une formation de lutte antiterroriste qui a été scindée en 2 phases. Nous notons aussi que les officiers issus de cette promotion ont bénéficié d'un stage de directeur de mise en œuvre des explosifs et de moniteur, n'est-ce pas, en ce qui concerne les engins explosifs improvisés. Ils sont donc 182 futurs officiers immédiatement opérationnels, le plus gros effectif jamais formé à l'EMIA. Pour la 38e promotion en cours de formation, ils sont environ 300 élèves officiers. Des chiffres certes importants, mais pas pléthoriques, puisque répondant aux besoins de l'armée camerounaise. Les volumes qui sont en augmentation n'ont pas d'impact négatif au niveau de la formation, étant donné que l'ensemble des moyens humains, matériels, financiers nécessaires à leur formation, à la formation, ces moyens sont mis à notre disposition par la haute hiérarchie. Donc je puis vous rassurer que la formation, elle est menée de manière continue, suivie. Ces évolutions n'ont guère entamé le prestige et la réputation de cette académie militaire qui continue d'attirer de nombreux étrangers dans ses effectifs. Dans la suite du journal, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, présidait ce jeudi à l'immeuble Étoile le tout premier conseil de cabinet pour l'année 2020. Avec sur la table 3 préoccupations essentielles, les contributions versées par le Cameroun aux organisations internationales, 10 milliards par an selon les chiffres communiqués par le ministre des Finances. Également à l'ordre du jour, le développement des communications électroniques et l'actualisation du plan directeur d'industrialisation. Le compte rendu de ces travaux, Laurentine Bokono. À qui profitent les contributions que verse le Cameroun aux organisations internationales? Le gouvernement veut y voir plus clair afin de mieux encadrer les dépenses liées à ces cotisations qui se situent à 10 milliards de francs CFA en moyenne annuelle. Personne ne maîtrise effectivement les organisations internationales auxquelles nous sommes membres. D'abord, on a adhéré quand? Quelle est l'importance? Et une organisation peut être importante, mais se pose aussi le problème de l'opportunité. C'est-à-dire qu'en cette période, devrions-nous rester membres de l'organisation
l'organisation internationale. Nous avons des exigences extrêmement fortes en matière de finances publiques. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, prescrit un mécanisme de gestion pour une meilleure rationalisation des dépenses. Effectivement, chaque département ministériel s'engage à nous dire les organisations internationales dont ils pensent que nous devons continuer à être membres, de dire quelle est l'importance de cette organisation internationale. Dans le cadre de la plateforme mixte Minerex qui a été mise sur pied, nous pourrons bien rationaliser. Et pour nous, ministère des Finances, ça veut dire diminuer le nombre pour diminuer le montant des contributions que nous payons. Tout aussi important étaient les dossiers présentés par le ministre des Postes et Télécommunications. Le processus d'assainissement des ressources humaines, le mécanisme de financement du plan stratégique de développement du secteur numérique, le paiement des redevances dues à Camtel et la mise en place d'un cadre de gestion équitable de la fibre optique. Élaboré en 2016, le plan directeur d'industrialisation doit faire l'objet d'une actualisation. Selon le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, ce travail de toilettage est articulé autour des 3 sanctuaires industriels nationaux que sont l'agro-industrie, l'énergie et le numérique. Instruction a été donnée par le Premier ministre de finaliser à brève échéance les études en cours. Économie et finances, le marqueur est significatif. La mise en ordre des finances publiques et le financement de l'économie constituent une orientation forte des politiques publiques qui commencent. Ce jeudi, à 2 jours du lancement de la campagne électorale pour le double scrutin du 9 février, Elections Cameroun et les acteurs du processus électoral accordaient leur violon à Yaoundé. La concertation élargie aux partis politiques, aux médias, à la société civile et à diverses administrations concernées a permis au président du Conseil électoral et au directeur général des élections de faire le point sur l'état des préparatifs. La synthèse de ces échanges au siège de Elecam avec Pierre Binambarga. Cette rencontre provoquée par Elecam et élargie aux administrations publiques, partis politiques, médias, sociétés civiles et autres partenaires est en réalité une réunion de mise au point. Elecam informe ces divers acteurs du processus électoral sur l'état des préparatifs du double scrutin du 9 février prochain. Il nous incombe de répondre aux aspirations toujours pressantes et toujours plus fortes des acteurs en compétition pour des scrutins transparents, inclusifs, libres et honnêtes. Éric Essousser, le directeur général des élections, s'appesantit sur l'organisation matérielle des élections. Naturellement, les partis politiques ont leur mot à dire concernant, par exemple, la représentation au niveau des bureaux de vote, l'assurance de la transparence pendant les opérations de vote et surtout le financement de la campagne électorale. Comme il s'agit d'un scrutin double, le nombre de représentants des partis politiques dans les bureaux de vote devrait être également doublé. Donc le problème du financement de la campagne des partis politiques fait partie de ses prérogatives. D'autant plus que le problème de ce financement peut poser des problèmes dans la garantie de la transparence et de l'équité. Les Camerounais, les membres des partis politiques auront aussi accès aux listes et pourront contrôler qui vote et qui ne doit pas voter. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien. Bon à savoir, les listes de l'ECAM affichent 6 550 240 inscrits et 26 270 bureaux de vote. Une préoccupation à l'ECAM, la distribution des cartes électorales. Et dans ce contexte préélectoral, il y avait inauguration ce jeudi de l'hôtel de ville de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6, un bâtiment R+2 dont le ministre de la décentralisation et du développement local, parrain de l'événement, a salué la modernité et le standing. Le reportage de Daniel Menanga. Yaoundé 6 comme une renaissance dans l'air. Voici la nouvelle maison du peuple, un édifice de 2 étages à l'architecture futuriste. Les résultats de ce que nous voyons aujourd'hui est symptomatique de ce que la bonne collaboration entre les entités peut produire comme résultat. Un hôtel de ville, son état, sa qualité traduit l'engagement. Cela signifie que celui qui en est l'auteur, en l'occurrence le maire, mais aussi le conseil municipal et l'ensemble de ses équipes, ont une vision élevée
de ce que devrait être Yaoundé 6. Coût total, plus de 843 millions de francs CFA, une dizaine d'années jonchées de péripéties à l'édification. Pour l'État, ces 30 derniers mois, le signe indien est brisé à Yaoundé 6. Je crois qu'il était important que nous ayons un lieu où s'implémente cette décentralisation. Et quand je suis arrivé à la tête de la mairie de Yaoundé 6, j'avais pris un engagement de tout faire, tout mettre en œuvre pour parachever l'œuvre que mes prédécesseurs avaient commencé. Nous, on avance, nous, on regarde devant nous. Nous, c'est l'intérêt des populations. L'avenir, c'est la maintenance de l'édifice. Le maire peut compter sur toute la population hétéroclite de Yaoundé 6 et du beau monde, témoin privilégié de la nouvelle vision locale dévoilée à Biémassi. Je vous invite à présent à Fumban, ville artisanale par excellence, pour découvrir le village de l'artisanat local. La structure était inaugurée mardi par le ministre Achille Basilekin III, un don du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour dynamiser l'artisanat Bamoun, si riche. Découvrons tout cela avec Jean Armstrong Joe de CRTV Ouest. Achille Basilekin III, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, a procédé à l'inauguration de la Baptiste, un joyau artistique et architectural qui fait déjà la fierté de la Cité des Arts et spécialement des artisans. Nous sommes tellement comblés de joie. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour cette œuvre qu'il a donnée au Bamoun. C'est un don du chef de l'État Paul Biya, une reconnaissance du travail qui est abattu ici depuis des siècles. Le village artisanal spécial de Fumban est le tout premier du genre construit au Cameroun. Sur un site d'un peu plus d'1 hectare, le gigantesque immeuble qui a consommé un tiers de l'espace total a un étage, un sous-sol et un rez-de-chaussée. Il est composé d'une quinzaine de stands d'exposition, des salles de réunion, des bureaux et d'autres espaces. Le ministre Basilekin III avouera que c'est le plus beau et le plus grand de tous les villages construits jusque-là. À partir de ce qu'ils produisent déjà, ils pourront disposer ici d'un espace où ils vont recevoir des formations complémentaires pour améliorer la qualité de leur œuvre et préparer des concours nationaux et internationaux. Le comité de gestion et la coordination, les organes qui vont administrer le village artisanal spécial, ont été installés. À marge de cette inauguration, Achille Basilekin III a visité le chantier du village régional de Bafoussam, la délégation régionale, et a été reçu par le sultan roi de Bamoun, Ibrahim Bombondjoya, qui lui a offert un spectacle culturel exceptionnel. Le ministère de l'Eau et de l'Énergie tient sa conférence annuelle depuis ce jeudi à Yaoundé. Le thème des travaux que conduit le ministre Gaston Elundo Essomba, les enjeux et perspectives de ce secteur à l'ère de la décentralisation. Franck Evina fait le point. C'est une rencontre routinière, mais ô combien stratégique. Face à une demande grandissante, une démographie galopante et l'extension exponentielle des villes et des villages, le ministère de l'Eau et de l'Énergie est appelé à renforcer son plan d'action. C'est vraiment l'amélioration de la qualité de vie des populations en leur apportant une eau de bonne qualité, plus d'énergie et en assurant un approvisionnement pérenne en matière de produits pétroliers. Une dynamique qui devra mettre à contribution les collectivités territoriales décentralisées. Ainsi, la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du MINE a-t-elle servi de cadre à l'élaboration des approches et facilitations pouvant faire évoluer l'offre en eau et en électricité jusque dans les zones reculées. Il y a certains projets qui ne seront pas mis en service en 2020, mais qui ont la vocation à court et à moyen terme à résoudre définitivement ces problèmes, que ce soit en matière de fourniture en eau potable ou que ce soit en matière d'électricité. Je fais allusion au projet PAEPIS sur la Sanaga, je fais allusion au projet d'interconnexion du réseau sud au réseau est. Il est notamment question de doter les communes d'infrastructures hydrauliques et hydroélectriques de qualité, ainsi que des moyens appropriés. Sur ces derniers aspects, les travaux du Palais des Congrès ont permis de faire le point sur les ressources et compétences transférées jusqu'ici par le ministère de l'Eau et de l'Énergie aux collectivités territoriales décentralisées.
Et justement, dans ce secteur de l'énergie, la région de l'Est sera bientôt mieux éclairée grâce à la signature ce jeudi à Yaoundé d'un contrat entre la société EDC, Electricity Development Corporation, et 3 entreprises adjudicataires. Un contrat pour la connexion de 150 localités de cette région de l'Est au réseau électrique dérivé du barrage de Lompangar. D'autres précisions, Michel Renaud, Oranja. La région de l'Est est la moins connectée au réseau électrique national. L'usine des pieds de Lompangar, d'une capacité de 30 MW, est une aubaine pour cette région. La signature des 3 contrats de conception, fourniture, montage et mise en service des réseaux de moyenne et basse tension permettra d'engager les travaux d'électrification de 150 localités de l'Est. Les populations de l'Est n'avaient bénéficié que des écoles que nous avons construites. Le délai moyen d'exécution des travaux est de 19 mois. Les travaux démarrent demain matin. Le coût global des travaux est de 25 milliards de francs CFA. D'ailleurs, d'autres contrats sont prévus dans les prochains jours. Nous allons travailler dans le suivi du projet, d'exécution du projet, dans le suivi financier. On connaît le terrain déjà par le fait d'avoir réalisé quelques installations ici en énergie. L'électricité jouera un rôle de catalyseur dans l'essor économique d'une région. Les entreprises marocaines et tunisiennes en charge de l'exécution doivent s'y atteler. Question de lever les inquiétudes de certaines localités qui manifestaient parfois leur désagrément face au manque d'énergie électrique. L'Afrique travaille à un meilleur rendement de ses plantations de cacao. L'IRAD, l'Institut de recherche agronomique pour le développement au Cameroun, et ses partenaires internationaux tenaient un forum sur cette question ce jeudi. Les travaux conduits par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe, ont abouti à des propositions d'experts pour fertiliser les cacaoyères sur le continent africain. Parmi ces producteurs de cacao, le Cameroun, bien sûr, qui espère ainsi atteindre son objectif de 600 000 tonnes de fèves en cette année 2020. Restons dans le monde rural avec l'Ignam qui était en vitrine hier mercredi à Bipindi dans le département de l'Océan. C'est à l'occasion de la 2e édition de la foire baptisée la fête de l'Ignam. Les meilleurs tubercules des localités d'Akom2, Lolodorf et Mvengue ont ainsi été exposés à l'appréciation de Madame le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, Madame Clémentine Nananga Messina, qui présidait cet événement. Daoud Mouliom de CRTV Sud raconte. Pyramide de tiges d'igname en qualité et quantité. La tubercule est célébrée sur la place des fêtes de Bipindi. La 2e édition de la fête de l'igname laisse découvrir le savoir-faire agricole des seigneurs de la terre de Bipindi, Akom2, Lolodorf et Mvengue. Quand nous contribuons, c'est d'abord pour être ensemble, c'est la solidarité, mais en plus, il y a le développement, il y a la cohésion sociale. À cette fête de l'igname, promue par le réseau des associations des femmes, filles et hommes de Bipindi, plantain, manioc et macabo s'invitent. La foire agropastorale est une opportunité de bonnes affaires. Le ministre délégué chargé du développement rural auprès du ministère de l'Agriculture, Clémentine Ananga Messina, est l'hôte du gouverneur Félix Ngelengele. Des prix, parchemins, kits, sémences et intrants agricoles sont remis aux meilleurs producteurs et coopératives agricoles. La construction d'un poste agricole à Bipindi est annoncée dans la volée. L'agriculture contribue à la paix, à l'amélioration des conditions de vie, à la création des emplois, au développement socio-économique du pays. La visite des stands inaugure d'un ton solennel les 24 heures d'exposition et vente, une journée pour valoriser et récompenser ces acteurs de la sécurité alimentaire de Bipindi et ses environs. Revenons à Yaoundé pour cette rencontre entre l'UNICEF et le Cameroun qui dressait ensemble le bilan de ces 2 dernières années de coopération. Autour de la table, le secrétaire général au ministère de l'économie et des responsables de l'institution onusienne, Jacques Boyer précisément, est le représentant de l'UNICEF au Cameroun. Il évalue ici cette période de 2018-2020 dans un extrait sélectionné par notre reporter Elvire Nina Galima.
Elles sont aux droits de l'enfant, que ce soit dans le domaine de la santé, de la nutrition, de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, de la prévention et du contrôle du VIH, de l'éducation, de la protection de l'enfance et même de la protection sociale. Dans le cadre de la lutte contre la mortalité infanto-juvénile, c'est-à-dire la mortalité des enfants de moins de 5 ans, on note une baisse considérable de cette mortalité, puisque en 2018, nous parlons de 79 pour 1000 naissances vivantes, alors qu'en 91, on était encore à 125. Donc, il y a des progrès qui sont faits. Toutes nos excuses pour la fin inattendue et abrupte de ces propos de Jacques Boyer, le représentant de l'UNICEF au Cameroun. Ouvrons à présent le feuilleton de la semaine consacré aux violences en milieu scolaire, sujet douloureux s'il en est. Ce soir, examinons donc l'impact nocif des drogues et autres stupéfiants sur les élèves. Comment ces substances accèdent-elles d'ailleurs au sein des établissements scolaires pour abrutir nos enfants, malgré tous les contrôles et toutes les restrictions? C'est l'enquête menée par Barbara Pajama. Alerte danger dans les établissements. Un destructeur comportemental traque la jeunesse depuis la jungle de la violence tout à côté. La drogue ratisse large jusque dans les zones préservées. Les élèves sont devenus la cible des disciples de la dérive. La drogue, le tramol, le chanvre indien dont la renommée locale Mbanga pullule dans la rue. Ces stupéfiants se consomment même au simple regard sous des formes qui font diversion. Au jour d'aujourd'hui, la drogue, on le retrouve un peu de partout, à vil prix, n'importe comment. Ce virus tente d'infecter le bon sens des élèves. Le circuit de sa provenance, difficile à retracer. La drogue vient d'où? Qui l'importe? Comment la drogue se passe pour arriver au niveau des écoles? Dès qu'on a dressé cette cartographie de ces acteurs, à ce moment-là, on pourra interpeller la responsabilité des parents et celle des hommes de l'éducation. Pour fermer la porte à ce poison en milieu scolaire, les surveillants filtrent le périmètre. Tous les matins, nous procédons à la fouille systématique au niveau de notre portail. On ne permet pas aux élèves d'entrer dans l'établissement avec des objets dangereux. Et puis l'établissement a un comité de vigilance. Les écoliers contaminés sont facilement maîtrisés. On peut bien comprendre que celui qui est en proie à la drogue soit prompt à la violence, au bagarre. Donc dès lors qu'il y a ces signaux, dès lors qu'il y a le mépris au sein de salle de classe, immédiatement il y a signalement. Le marché de la drogue est surtout facilité par le vaste mouvement des dealers qui se cachent partout sous plusieurs casquettes. SOS à toute la communauté nationale. Parlons à présent du soulagement des populations pour les populations de la région de l'extrême nord après la rétrocession hier mercredi par le CERAC d'un bâtiment rénové du centre de santé intégré catholique de Wuro Tada, c'est dans le Mayo Tsanaga. Le Cercle des Amis du Cameroun qui a également remis des produits pharmaceutiques et autres équipements pour améliorer le plateau technique de cette formation sanitaire. La cérémonie était conduite par Madame Fadimatou Kavaï, représentante personnelle de la présidente fondatrice du CERAC, Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, et c'était en présence du ministre de la Santé publique, Manaouda Malaché. Mal Moussa, le Doublez de Sierre-TV Extrême Nord. En décidant de rénover et d'équiper ce centre de santé, le Cercle des Amis du Cameroun vient de faciliter l'accès aux soins de santé de qualité aux populations du département du Mayo-Tsanaga. Ce bloc opératoire, ces salles d'hospitalisation, ces produits pharmaceutiques, l'ambulance et ces consommables médicaux constituent le paquet du CERAC. Une action philanthropique magnifiée par ses responsables des structures bénéficiaires, appuyée par les mots de déférence et de gratitude du maire de Mokolo à l'endroit de la fondatrice du CERAC, Chantal Biya. Quelle joie indescriptible pour cet acte d'une grande dame à qui l'UNESCO a fort justement décerné le titre d'ambassadrice de bonne volonté. Par ma voix, le conseil municipal de la commune de Mokolo et toutes les populations réaffirment leur soutien sans faille à maman Chantal Biya. Au nom de la première dame du Cameroun, Fadimatou Kavaï a souligné la ferme volonté du CERAC à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Nous ne reculons devant rien.
ni les routes impraticables, ni la distance, ni l'enclavement et encore moins l'ampleur du travail à faire pour lutter contre la misère, la précarité, la maladie, la pauvreté et bien d'autres fléaux. Nous nous exprimons avec notre cœur, à l'instar de notre présidente fondatrice. La magnanimité de Chantal Biya a également touché cette léproserie de Mokolo qui a reçu un important stock de médicaments et de denrées alimentaires sous le regard admiratif du ministre de la Santé publique, Dr Malachi Manauda, élu du Mayo-Tchanaga, du gouverneur de l'Extrême Nord et de cette forte délégation des femmes du Sérac venues dans ce département du Mayo-Tchanaga. Une prouesse pour la science et beaucoup de joie mardi soir à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen pour accueillir 2 sœurs siamoises opérées avec succès en novembre 2019 en France. Bissé et Eyanga Merveille ont été séparées et sont désormais de parfaites jumelles. Chose vue et entendue à l'arrivée des ex-siamoises à l'aéroport avec Jeanne Ngolen de TV Web. Liesse ce mardi 21 janvier 2020 à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen pour l'accueil de 2 voyageurs inédits. Bissi et Yenga Merveille, les ex-siamoises camerounaises séparées à la suite d'une intervention chirurgicale à Lyon en France, elles y ont passé 10 semaines. Je me sens bien parce que les gens disaient que c'est la sorcellerie, c'est la banane collée, ils disaient c'est ma mère qui avait fait que accoucher les enfants collés. Maintenant, je suis fière de voir mes enfants séparés. Le directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, dont la structure a servi au transfert des filles, a effectué les déplacements. Il parle d'un exploit chirurgical. C'est le lieu de louer cette coopération agissante, à la fois nationale comme internationale. Le professeur Moifo, notre chirurgien pédiatre, a fait partie de l'équipe qui a séparé ses enfants. Près de 7 heures d'intervention et 20 experts en chirurgie pédiatrique et cardiaque pour cette opération. C'est en tout cas ce que confie la responsable Cameroun de la chaîne de l'espoir, l'association au cœur de la campagne de solidarité développée pour porter assistance aux 2 bébés d'1 an. La vocation première de la chaîne est celle de pouvoir redonner de l'espoir, comme ça se dit, à travers une chaîne de solidarité, de l'espoir à des enfants qui viennent des pays pauvres, si je peux dire ça, en tout cas où l'accès aux soins est limité et où les pathologies qu'ils ont ne peuvent pas être opérées. Avant de retrouver leur domicile, les jumelles de Laurel Ngalili qui se portent à merveille ont été conduites à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé pour des contrôles de routine. Bon vent à ces 2 fillettes. La campagne avant la campagne pour les législatives et municipales à Kiossi dans la région du Sud, l'UDC et l'UNDP mènent là-bas une opération de charme. C'est la ville aux 3 frontières qui est prise ainsi d'assaut. Charles Abosoloba de CR TV Sud. Située aux confins de la région du Sud, Kiossi est une commune de 710 km² au carrefour des 3 nations, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale. Une position stratégique qui suscite les convoitises de l'UDC et de l'UNDP déterminés à déloger le RDPC le 9 février prochain. Ce que nous faisons, c'est la sensibilisation. Nous allons travailler avec tremblement, c'est-à-dire dans le but de ne pas décevoir la population. On a trouvé bon de commencer par Kiossi. Actuellement, nous sommes suffisamment armés. Nous sommes même en train d'aller en milieu rural parce que les populations sont en train de nous attendre. Une adversité qui ne semble pas ébranler le camp RDPC. Candidats et militants restent confiants tout en huilant leur machine pour une nouvelle victoire. Nous sommes en train de former des équipes de campagne par secteur parce que, comme vous pouvez le constater, notre ville est assez cosmopolite. Alors il faut envoyer des équipes de campagne en dehors du centre urbain. Nous avons la zone rurale aussi. Un dynamisme des forces en présence qui annonce une campagne très animée dans cette partie du pays et des municipales âprement disputées. Dans cette même perspective, la jeunesse active pour l'émergence du Cameroun tenait récemment à Boya, dans la région du Sud-Ouest, une concertation pour mobiliser la population vers les urnes pour les consultations électorales du 9 février. Une réunion présidée par Farel Nken, c'est le président de cette association. Stéphane Tala de CR TV Sud-Ouest. La jeunesse représente une partie importante du corps électoral dans un pays.
C'est sur cette base que s'est tenu cet atelier de sensibilisation organisé par l'association Jeunesse Active pour l'émergence du Cameroun AJAPEC 2035. Au centre des travaux, le double scrutin du 9 février prochain comme un espoir pour la jeunesse du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Il était question d'abord de rassurer ces jeunes et de les amener également à comprendre que l'une des solutions phares pour résoudre ce problème des crises est d'abord de participer à cette élection municipale et législative du 9 février. Dans une approche participative, les jeunes et des panélistes triés sur le volet se sont accordés sur la nécessité de voter afin de choisir les représentants qui répondent à leurs aspirations. Le 9 février, le jeune du Nord-Ouest et Sud-Ouest, conscient de la situation, conscient du fait qu'il veut que la paix revienne, doit aller participer aux élections et ne doit pas aller seul, doit amener avec lui au moins 10 personnes pour une participation massive. En insistant sur l'importance du recours aux urnes au lieu de la violence, le maire par intérim de Buea, John Efandeliong, va appeler au respect des institutions et à la confiance aux personnes qui les incarnent. Les jeunes rassemblés dans la salle des actes de la mairie de Buea ont saisi l'occasion pour exprimer leur désir d'aller au-delà du vote et participer au processus démocratique et à la politique en général. La suite de la saison des vœux de Nouvel An, ce jeudi, c'était le tour du président de la Cour suprême, Daniel Mekobe-Soné, qui recevait les amabilités de la famille judiciaire, a saisi cette occasion pour dresser le bilan de l'institution en 2019 et pour projeter les perspectives 2020. Nicole Dodo. La Cour suprême du Cameroun déterminée à épouser l'ère du numérique pour un service plus accessible aux justiciables. Le premier président de la haute juridiction, Daniel Mekobe-Soné, en saluant les brillantes actions menées en 2019, rassure de la réalisation d'un site web et de la création d'une application de gestion et de suivi des procédures judiciaires. Nous avons compris que l'immatériel est désormais inévitable en matière judiciaire. La famille judiciaire dans toutes ses composantes réunies pour des poignées de main aux deux chefs de cour, le premier président Daniel Mekobe-Soné et le procureur général Luc Ndjodo. En soulignant les attentes de 2020 et l'effort constant d'amélioration des conditions de travail du personnel, le porte-parole de la famille judiciaire à cette cérémonie de présentation des vœux dresse l'état des décisions rendues en 2019 par région, des décorations et des cadeaux pour les agents méritants. Nous demandons aux autres de bien travailler pour mériter ce que nous avons mérité aujourd'hui. Je viens d'être honoré par cette médaille de chevalier de l'ordre de la valeur après une trentaine d'années. Parmi les projets phares à mener à la Cour suprême figure la construction de l'immeuble siège. Au ministère des Postes et Télécommunications, le cap était mis ce jeudi vers le développement de l'économie numérique en cette année 2020. Feuille de route déroulée au cours de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au ministre Minette Libom Liliken. Daniel Menanga. Rencontre provoquée par Elecam et élargie aux administrations publiques, partis politiques, médias, sociétés civiles et autres parties. La construction au Cameroun avec l'apport de toutes ses mains du secteur des postes et télécommunications et des TIC. La promesse de 2020 avec un élément de modernisation, la mesure des performances. Voilà qui pourra faire muter l'économie primaire à celle manufacturière. À cet effet, le ministre des Postes et Télécommunications recommande le développement d'une nouvelle dynamique. L'ambition, faire des postes et télécommunications un pôle de compétitivité, d'attractivité et de créativité. Il faudra alors densifier le réseau postal, le moderniser. Sur le champ TIC, poursuivre de façon significative le développement de l'économie numérique. Plus encore cette année et en 2021 avec les grands rendez-vous sportifs attendus au Cameroun. Les acteurs du secteur TIC, PET marqueront de cette manière leur marche vers l'émergence du Cameroun dans une quinzaine d'années.
Vœux de nouvelles et célébrations également avant-hier mardi à Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Occasion pour Madeleine Tchenté de dévoiler la feuille de route pour 2020, articulée essentiellement autour du recrutement de 1000 chercheurs annoncé par le chef de l'État et l'accroissement des recherches pour booster les secteurs de la géologie et de l'agriculture. Laurence Okalia. Les responsables du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation saluent les efforts fournis en l'an 2019. Une année bien riche qui a permis d'ouvrir la porte à 2020 avec des challenges plus ambitieux. Nous allons nous déployer, que ce soit en recherche agricole, les anacardiers qui sont devenus par exemple la grande richesse de certains pays maintenant et qui est très prisé à l'international, ça peut nous donner des devises. Je vous ai parlé de la recherche agricole, de la recherche géologique, nous avons tout. La présentation des vœux a concerné une dizaine de corps constitués. L'Institut national de la cartographie, les organismes de recherche en coopération, les services déconcentrés, les chercheurs et des invités de marque. L'État, en prévision, a fait recruter 1000 chercheurs. Ça veut dire qu'on voulait une masse critique des chercheurs qui puissent répondre à tous les besoins de notre société. La recherche doit créer des solutions aux problèmes. Ces solutions doivent maintenant être commercialisées et puis aussi être passées dans l'industrie. La responsabilité incombe donc toute la chaîne de cette institution afin de faire de la recherche en 2020 un pilier du développement du Cameroun. Pour l'hygiène et la salubrité de nos villes, voici Joseph Nzundio, le meilleur employé de l'agence ISACAM dans la capitale Yaoundé pour l'année 2019. Il était désigné et distingué au cours d'une cérémonie conduite par le directeur de cette agence. La cérémonie est racontée ici par Roland Camille Soumbi de CRTV Centre. La société ISACAM au fil des temps se lance à l'assaut contre l'insalubrité pour être champion d'un monde de propreté. Et pour atteindre ce noble objectif, il est organisé chaque année au sein de la société ISACAM la fête de l'excellence, dans l'optique de premiers ceux qui se seront distingués par le travail pour un environnement encore plus propre avec la collaboration de la population. Un nouveau départ, nous voulons tout simplement rassurer les autorités pour dire que nous sommes présents. Nous donnerons tout ce que nous avons dans les tripes pour que le combat contre l'insalubrité soit gagné. Les populations, mais tout en les invitant à plus de civisme, à respecter le matériel qui est mis à leur disposition, mais aussi à leur dire de nous accompagner justement pour que la ville ait son éclat. Le meilleur agent ISACAM, agence de Yaoundé, Joseph Nzoudio, s'est armé de courage et a travaillé autrement pour mériter la confiance de la hiérarchie, lui qui totalise 16 années de travail à ISACAM. Être meilleur, il n'y a pas la magie, c'est se rattacher beaucoup au travail. Donc avoir beaucoup de courage, pas que le travail t'influence à ce que tu abandonnes. Je trouve la différence entre ISACAM et d'autres sociétés, ce qui me pousse d'être encore plus actif que par le passé. Dans son rayon d'action, les populations sont unanimes. C'est un modèle à suivre. Il travaille très bien. Il y a le moment où moi-même je me demande comment il s'en sort. Parce qu'il y a le moment où les gens ne versent pas la saleté dans le bac, ils versent plutôt à terre. C'est souvent un cas comme ça là. Les chiens qui vendent là partout, il s'en sort, il vient le matin, il se met à enlever et il n'a jamais grondé même que pourquoi vous faites. Moi j'y ai souvent parlé à sa place que comment il y a le bac, vous ne versez pas la saleté dans le bac. Mais il travaille, il n'a pas de jours de repos. Il mérite vraiment. Son travail est fort appréciable. Je pense bien qu'il le mérite fort bien. Équipé du matériel nécessaire, il s'attelle à la tâche et se sent prêt à aller au-delà des frontières pour maintenir la propreté. La page des sports est d'abord des nouvelles des Lions A' en préparation pour le CHAN 2020. Les Camerounais affrontent les Tchadiens samedi en une rencontre amicale à partir de 15h au stade Omnisport de Yaoundé. La sélection est déjà dans la capitale depuis ce jeudi. Voici ces nouvelles dans la tanière des A' avec Évariste Yenga. Le troisième stage préparatoire du CHAN 2020 arrive à son terme. Sa conclusion, ce sera à Yaoundé plutôt qu'à Douala, tel que prévu à l'initiale.
Le stade de Bipanda étant indisponible pour cause des travaux. Il y a des situations, les nouveaux stades qui sont là, qui n'ont pas encore été réceptionnés. Il entre maintenant en jeu des assurances et tout. Donc nous ne pouvons pas faire autrement que respecter le constructeur. Les Lions A' seront face à leurs homologues Sao du Tchad samedi à 15h à l'Omnisport de Yaoundé. Ce sera leur premier match amical contre une sélection nationale, match à leur portée. On va jouer comme on a l'habitude de s'entraîner. Nous sommes suffisamment prêts pour accueillir n'importe quel adversaire. Nous attendons un match très serré parce que les Tchadiens sont venus pour montrer qu'eux aussi ont de la valeur. Ils vont venir jouer. Et nous aussi, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à défendre les couleurs de notre pays. Une équipe compétitive. Cela profile déjà à l'horizon 70 jours avant le kick-off du CHAN. Yves Clément Arouga en a la conviction. Le troisième stage qu'on a eu à Douala nous a donné déjà un aperçu de ce que nous voulons. Et les gars s'adaptent mieux, n'est-ce pas, au modèle de jeu que nous avons implémenté. Ils s'adaptent mieux, n'est-ce pas, à la philosophie du jeu. Et nous allons pour finir notre équipe, qu'elle soit la meilleure possible. L'équipe a tenu une séance d'entraînement en fin de journée ce jeudi, stade annexe numéro 1. Il en sera pareil ce vendredi à 10h, mais dans la cuvette d'un Fandina. Une acclimatation à la veille du match. Un match à suivre donc samedi ici à Yaoundé. La fin du 20h30, préparé avec la collaboration de Sadou Mamoudou, Auguste Angononga, Stéphane Zembomo. On retient essentiellement de cette édition du journal qu'une vie va commencer demain pour les 182 aspirants en fin de formation à l'EMIA. Ils seront faits officiers au cours d'une cérémonie présidée par le chef de l'État, chef des forces armées, son Excellence Paul Biya. Le programme de cette cérémonie prévoit dès 8h la mise en place des troupes, des populations et des groupes d'animation à 8h30, la fin de la mise en place des troupes. À 8h40, l'arrivée des invités. De 10h15 à 10h35, l'arrivée des membres du bureau politique du RDPC et des dirigeants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. De 10h35 à 10h50, l'arrivée des membres du corps diplomatique et des représentations des organisations internationales représentées au Cameroun. De 10h50 à 11h05, l'arrivée des membres du gouvernement est assimilée. À 11h10, l'arrivée du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. À 11h15, l'arrivée du premier président de la Cour suprême et du procureur général près la dite Cour. 11h20, arrivée du président du Conseil constitutionnel. 11h25, l'arrivée du président du Conseil économique et social. 11h30, l'arrivée du premier ministre chef du gouvernement. À 11h35, l'arrivée du président de l'Assemblée nationale. À 11h40, l'arrivée du président du Sénat. Et ce sera la fin de la mise en place des personnalités. À 12h exactement, ce sera l'arrivée de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef des forces armées, accueil par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, revue des troupes, installation à la tribune d'honneur, remise des épaulettes aux élèves officiers de la promotion générale de division Koji Jacob, discours du chef de l'État, chef des forces armées, défilé des troupes, vin d'honneur, photos de famille et vers 14h, ce sera le départ du chef de l'État pour le retour au Palais de l'Unité et la fin de cette cérémonie. Restez sur cette antenne, la CRTV. Un autre journal vous sera présenté à minuit par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Et juste après ce journal-ci, vous allez retrouver la deuxième édition de Twin Elections. Le compte à rebours en anglais vers le double scrutin du 9 février présenté par Joe Chebonken Kalaboupse. Et pour les éditions du 20h30 du week-end, dès demain, vous serez en compagnie de Atabadine Oumar. Je vous souhaite d'avance un excellent week-end et je vous dis à lundi 20h30.